Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sur les stocks, et plus précisément sur leur valorisation et leur comptabilisation. Alors lorsqu'on parle de stock, on doit faire une distinction entre d'une part les stocks de matières premières, approvisionnement et de marchandises, et d'autre part les stocks de produits intermédiaires et de produits finis. Au-delà de ces deux catégories, on peut faire une distinction entre d'une part ce qui relève de l'inventaire permanent de ce qui relève de l'inventaire intermittent. Commençons par l'inventaire intermittent. L'inventaire intermittent conduit à comptabiliser les stocks au moins une fois par an, si possible à une date proche de la date de clôture des comptes, c'est-à-dire pour la plupart des entreprises autour du 31 décembre. Le plan comptable prévoit des postes de stock et en cours à l'actif du bilan, des comptes de classe 3. On a en effet un compte 31 dans le plan comptable pour les matières premières et fournitures, 32 pour les autres approvisionnements, et au sein des autres approvisionnements, 321 pour les matières consommables, 322 pour les fournitures consommables, et au sein des fournitures consommables, 3221 pour les combustibles, 3222 pour les produits d'entretien, 3223 pour les fournitures d'ateliers et d'usines, 3224 pour les fournitures de magasins, et 3225 pour les fournitures de bureaux. On a par ailleurs un compte 326 pour les emballages et enfin un compte 37 pour les marchandises. Toute opération doit donner lieu à une comptabilisation en partie double. Et la contrepartie de l'écriture qui conduit à mouvementer un compte de stock au bilan sera une écriture dans le compte de résultat. Pour les matières premières, approvisionnement et marchandises, on a prévu des comptes de variation de stock, qui sont des comptes de charge, des comptes de classe 6. On a plus précisément un compte 60-31, variation de stock de matières premières et fournitures, un compte 60-32, variation de stock d'autres approvisionnements, et enfin 60-37, variation de stock de marchandises. Alors, concernant la comptabilisation de l'entrée d'un stock au bilan. D'abord, il faut partir du principe selon lequel faire entrer un stock à l'actif du bilan, c'est finalement remplacer dans le patrimoine de l'entreprise des disponibilités qui ont été engagées pour acheter tout ce qui a permis de constituer le stock par un stock que l'on met à l'actif. Ce que je veux dire, c'est que la comptabilisation du stock ne doit pas traduire un effritement du patrimoine de l'entreprise, juste une modification de sa composition. Si les disponibilités sont remplacées par des stocks, ça ne veut pas dire que l'entreprise s'est pour autant appauvrie. Par conséquent, les charges qui ont été engagées pour permettre l'acquisition, c'est-à-dire l'achat des matières premières ou des marchandises, leur acheminement à l'endroit où elles se trouvent, c'est-à-dire les frais de transport, et dans l'état où elles se trouvent, c'est-à-dire les frais de manutention. Toutes ces charges doivent être neutralisées puisqu'elles ont réduit le résultat, qu'elles réduiraient donc ainsi les capitaux propres, alors que le patrimoine de l'entreprise ne s'est pas détérioré. Et par conséquent, à partir du moment où une charge est un compte de classe 6, qu'en règle générale, lorsque l'on mouvemente un compte de classe 6, et c'est notamment le cas lorsque on achète des matières premières ou des marchandises, on engage des frais de transport ou de manutention, on débite ce compte de charge, eh bien, la meilleure façon de neutraliser ces charges, c'est de créditer le compte de charge correspondant à un compte de variation de stock, c'est-à-dire 6031 pour les matières premières, 6032 pour les approvisionnements et 6037 pour les marchandises. Prenons un exemple. On va imaginer des entrées en stock de matières premières, de combustibles et de marchandises, respectivement pour 100, 200 et 300. Alors, première chose, on fait entrer les matières premières en stock, par conséquent, on augmente à l'actif du bilan le poste stock de matières premières pour 100. Je rappelle que
l'actif, c'est le débit. Par conséquent, pour avoir l'écriture en partie double, on va créditer le compte 6031, variation de stock de matières premières et de marchandises pour 100. De la même façon, pour l'entrée en stock des combustibles, on va augmenter à l'actif le compte 3221 combustible. On va donc débiter, comme on dit, le compte de stock de combustible pour 200. En contrepartie de quoi, on va créditer le compte de variation des approvisionnements en combustible, compte 60 32 21 pour 200. Et enfin, concernant les marchandises, encore une fois, on fait entrer des marchandises en stock, donc on augmente le poste stock du bilan, stock de marchandises, le compte 37, on débite le compte de stock de marchandises de 300 par le crédit du compte de variation de stock de marchandises pour 300. Ainsi, qu'il s'agisse des matières premières, des combustibles ou des marchandises, on a neutralisé par les comptes de classe 6 qui ont été crédités, 6031, 60, 32, 21 et 60, 37, l'impact négatif que les dépenses qui ont été engagées à propos de ce qui est mis en stock ont eu sur le compte de résultat. Alors maintenant, passons à l'inventaire permanent, c'est-à-dire le cas où la comptabilisation a lieu à chaque entrée et ou à chaque sortie de stock. Alors, nous allons utiliser les mêmes comptes que ceux qui viennent d'être présentés. D'abord, au niveau du bilan stocké en cours, on va toujours faire référence au compte 31 de matières premières et fournitures, 32 autres approvisionnements et 37 marchandises. Et au niveau du compte de résultat, on va, comme précédemment, utiliser les comptes de variation de stock, 60-31 pour les variations de stock de matières premières et de fournitures, 60-32 pour les variations de stock d'approvisionnement et 60-37 pour les variations de stock de marchandises. Alors, là, puisqu'on est dans la logique de l'inventaire permanent, on va traiter à la fois de l'entrée du stock au bilan, au moment du stockage, si je puis dire, et d'autre part de la sortie du stock au moment de la vente à des clients. Alors, concernant l'entrée du stock, on l'a déjà vu dans le cadre de l'inventaire intermittent, si on fait entrer des produits en stock, on augmente le poste stock, qui est un compte de classe 3 au bilan. Je rappelle qu'encore une fois, l'actif, c'est du débit, donc on débite le compte stock du bilan, et comme on est en partie double, ça va être par le crédit d'un compte de charge, c'est-à-dire d'un compte de variation de stock 60. Pour la sortie du stock du bilan, c'est exactement le contraire. On doit diminuer le poste stock du bilan, on doit diminuer un compte de classe 3, puisque, encore une fois, le stock, c'est un actif qui est au débit. Si je diminue le poste stock, je vais dire que je crédite le poste stock, et le tout par le débit du compte de variation de stock, qui est un compte de classe 6. En fait, ces écritures nous permettent financièrement de calculer la marge brute ou la marge commerciale. Puisqu'après tout, la marge commerciale, ce n'est pas autre chose que le montant des ventes de marchandises. Les ventes sont des produits, donc cela va être comptabilisé par un compte de crédit, compte 707, dans le compte de résultat. Et en fait, pour avoir cette marge commerciale, on part des ventes de marchandises, dont on déduit le coût d'achat des marchandises vendues, qui va correspondre au débit du compte 607. Et on obtient ainsi, comme je le disais, la marge brute. Alors, on va raisonner sur un exemple. On va considérer un achat de marchandises pour 900 hors taxes le 2 janvier, et des ventes d'une partie de ces marchandises le 5 mars pour 200 € hors taxes. On va faire l'hypothèse que le coût d'achat des marchandises vendues est de 100. Et bien évidemment, on va considérer un taux de TVA de 20%. Alors, on a en fait deux séries de comptabilisation à réaliser. D'une part, tout ce qui va concerner l'achat de marchandises et leur stockage. D'autre part, la vente de marchandises et le déstockage. Alors commençons par l'achat de marchandises le 2 janvier.
Alors, le 2 janvier, on achète des marchandises pour 900. On comptabilise donc une charge de 900 et le compte correspondant à l'achat de marchandises, c'est le compte 607. Alors, le compte de résultat, il est effectivement mouvementé au débit à hauteur de 900. Mais le client de l'entreprise va devoir également payer la TVA à 20% sur 900. Ce qui fait, bien évidemment, 20% de 900 égale 180. Donc on doit comptabiliser par ailleurs de la TVA pour 180. Dans un compte de tiers, en réalité, l'entreprise paye la TVA à hauteur de 180, mais elle pourra la récupérer. C'est donc une créance qu'elle a sur l'État. On débite donc un compte de tiers 44 566 TVA sur marchandises pour 180. En contrepartie de cela, on va faire l'hypothèse que le fournisseur de marchandises accorde à l'entreprise un délai de paiement. Par conséquent, elle a une dette de 1080, 900 plus 180, ça fait bien 1080, vis-à-vis de son fournisseur qu'elle comptabilise dans le compte 401. Cette marchandise de 900 entre en stock. On augmente donc le poste stock à l'actif du bilan. On peut donc dire que l'on débite, puisque l'actif c'est du débit, le compte 37 à hauteur de 900 par le crédit du compte de variation de stock au niveau du compte de résultat de 900. Maintenant, le 5 mars, on vend les marchandises pour 200. Alors, on vend les marchandises pour 200, mais le client de l'entreprise paye 20% de plus, puisqu'il va payer la TVA. 20% de 200, ça fait 40. Bref, le client va devoir payer 240 à l'entreprise. On fait l'hypothèse que le client ne paye pas tout de suite, que l'entreprise lui a consenti un délai de paiement. Par conséquent, elle comptabilise une créance client, compte 411, à l'actif de son bilan. On dit qu'elle débite le compte 411 créance client pour 240. En contrepartie de quoi elle comptabilise l'entreprise dans son compte de résultat au crédit la vente de marchandises pour le montant hors taxe. Je rappelle encore une fois que dans le compte de résultat, tous les montants sont hors taxe, à savoir 200. Et par ailleurs, elle comptabilise la TVA de 40 qu'elle a collectée ou qu'elle va collecter auprès de son client et qu'elle devra reverser à l'État. Par ailleurs, puisqu'elle a vendu des marchandises, il faut garder à l'esprit qu'elle a sorti ces marchandises de son stock. Le coût d'achat des marchandises qu'elle a vendues est supposé être de 100. Par conséquent, elle va diminuer son compte de stock au bilan de 100 par le débit du compte de variation de stock à hauteur de 100. Donc on va comptabiliser en charge dans le compte de résultat, compte 637, variation de stock pour 100, en contrepartie de quoi on diminue le compte de stock de marchandises à hauteur de 100 au bilan. Encore une fois, le stock est à l'actif c'est du débit. Si je diminue le compte de stock, je peux dire que je crédite le compte de stock, compte 37, à hauteur de 100. Passons maintenant aux produits intermédiaires et finis. Alors, on se met dans la logique de l'inventaire intermittent, c'est-à-dire une comptabilisation au moins une fois par an. Alors, les comptes de stock et en cours qui vont être utilisés sont toujours des comptes de classe 3. On a le compte 33 pour les encours de production de biens, le compte 34 pour les encours de production de services et le compte 35 pour les stocks de produits. Et au sein des stocks de produits, on va distinguer compte 351 les produits intermédiaires, 355 les produits finis. Et par ailleurs, au niveau du compte de résultat, on va avoir, comme on avait pour les matières premières, autres approvisionnements et marchandises, un compte de variation de stock. Sauf que pour les matières premières, autres approvisionnements et marchandises, c'était un compte de charge, un compte 60. Là, ça va être un compte de produit, compte 71. Au sein de ces comptes 71, on va avoir 71, 33
les variations des encours de production de biens, ensuite 71-34 les variations des stocks d'encours de production de services, et enfin 71-35 les variations de stock de produits. Et au sein de ce compte 71-35, on va avoir 71-351 les variations des stocks de produits intermédiaires et 71-355 les variations de stock de produits finis. Alors, lorsqu'on a une entrée en stock, comme on l'a vu dans le cadre de l'inventaire intermittent pour les matières premières, approvisionnement et marchandises, on doit augmenter un compte de stock à l'actif du bilan. On doit augmenter l'actif est du débit, donc on débite un compte de stock. Pour avoir la partie double, on va créditer un compte du compte de résultat. Au lieu de dire que l'on veut diminuer un compte de charge, que l'on veut créditer donc un compte de charge, eh bien on crédite tout simplement ici un compte de produit, un compte 71 de variation de stock. Prenons un exemple. On imagine l'entrée d'un stock de produits finis pour 100. Donc, première chose, on augmente à l'actif du bilan le stock de produits finis pour 100. Stock de produits finis compte 355. On dit donc que l'on débite le compte de stock de produits finis pour 100, puisque, encore une fois, l'actif c'est du débit. Cela par le crédit d'un compte de variation de stock de produits finis, qui est le compte 71-355, qui est un compte de produits pour 100. Voyons maintenant quelques éléments sur la valorisation des stocks. Alors, le principe général sur les éléments à prendre en compte dans le coût d'entrée des stocks est le suivant. On prend en compte les coûts d'acquisition, les coûts de transformation et les coûts qui sont encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent. Commençons par nous intéresser aux biens stockés qui ont été acquis à titre onéreux. Dans ce cas, le principe, c'est de considérer leur coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est quoi? C'est le prix d'achat réduit des remises rabais ristournes et de l'escompte qui a pu être consenti à l'entreprise. On y ajoute les frais de transport et de manutention. Alors, concernant le transport, il s'agit de l'acheminement jusqu'à l'entreprise. Mais les frais qui sont engagés par l'entreprise pour transporter les stocks d'un de ces locaux à un autre local sont exclus du coût de revient qui peut être pris en compte. Et puis, on va considérer d'autres coûts qui sont directement attribuables à l'acquisition, en particulier les droits de douane et les commissions versées à des intermédiaires. Ça, c'était pour les biens acquis à titre onéreux. Et j'oubliais de dire qu'on peut, sur option, prendre en compte également le coût de l'emprunt, c'est-à-dire les frais financiers qui sont supportés au titre de l'endettement qui a dû être mis en place pour permettre la constitution du stock. Maintenant, passons aux biens produits par l'entreprise. Donc là, on va les valoriser, ces stocks de biens produits par l'entreprise, à leur coût de production. Alors, les coûts de production, c'est quoi? Ce sont d'abord les coûts directement liés aux unités de production. Donc, on va intégrer ainsi la main-d'œuvre directe, les matières premières, les fournitures consommées. On va ajouter également dans les coûts de production les frais généraux fixes de production qui sont encourus pour, le cas échéant, transformer des matières premières en produits finis. Et ces frais généraux sont constitués d'abord des dotations aux amortissements et des frais d'entretien des bâtiments et de l'équipement industriel qui sont utilisés dans le cadre du cycle de production. Alors, à ces frais généraux fixes s'ajoutent des frais de production variables, généralement indirects,
à savoir de la main-d'œuvre indirecte, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qui ne travaille pas que sur les produits qui ont été fabriqués par l'entreprise. Des matières premières indirectes, des matières premières qui n'ont pas vocation à n'être utilisées que dans le cadre de la constitution d'un stock, et puis des produits résiduels, c'est-à-dire des déchets et des rebuts de fabrication. Enfin, on intègre des emballages commerciaux. Et j'allais encore une fois oublier de préciser que sur option, on peut également prendre en compte des frais financiers. Alors, je pense qu'il est important de préciser quels sont les éléments qui doivent être exclus du coût de production. D'abord, les charges qui correspondent à des pertes et à des gaspillages. Elles sont supportées par l'entreprise, elles ne peuvent pas faire partie du prix de revient du stock et être ainsi valorisées à l'actif du bilan. Des montants anormaux, des déchets de fabrication, de la main-d'œuvre pour des montants anormaux, d'autres coûts de production et surtout des charges de sous-activité. Enfin, les frais de recherche et de conception de logiciels ne peuvent pas être retenus dans le coût de production, sauf s'il s'agit de dépenses qui sont engagées en rapport avec la réalisation de commandes de tiers. Enfin, les frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à mettre les stocks à l'endroit et en l'état où ils se trouvent n'ont aucune raison d'être pris en compte dans le coût de production. Et enfin, les frais de commercialisation ne sont pas non plus pris en compte dans le coût de production. Voilà. Et donc, je vais mettre en commentaire toutes ces slides qui vous permettront de voir comment, par exemple, Casino, dans son rapport annuel, décrit la valorisation de ces stocks.